Bonjour, nous sommes le 2 décembre 2024, lundi 2 décembre 2024. Météo plus ou moins, je veux dire, potable pour un 2 décembre. Il fait pas très très froid, je veux dire, ça va. Les températures, je veux dire, sont, je veux dire, au-dessus de la normale de saison. Il fait pas, voilà, du négatif. Simplement, le ciel est un petit peu il est couvert. Bon, il y a des petites fines pluies qui peuvent apparaître de temps en temps parce que le ciel est couvert avec des masses nuageuses. Mais bon, pour une journée du 2 décembre, il fait bon. On va dire ça comme ça. Alors, ici, je vais présenter une vidéo qui va concerner donc le plan comptable minimum normalisé. Normalisé, ça veut dire il est standardisé. C'est-à-dire que vous référencez là-dessus. Bon, à un moment donné, il y a des comptes qui viennent assez souvent et qui finissent par être connus par cœur, hein, je vous le dis tout de suite. Bon, à force d'usage, hein, je veux dire, le compte, il est connu. Voilà. Donc, le plan comptable minimum normalisé, il est divisé, voilà, en sections. Il est divisé en sections et en postes. Voilà, c'est des sections et des postes. Voilà, c'est par section et par poste. Alors, le tout, c'est d'aller rechercher, je veux dire, bon, quand vous introduisez des données pour être enregistré dans la comptabilité, voilà, pour un éventuel, je veux dire, voilà. Alors, pourquoi fait-on, je veux dire, non, un enregistrement obligatoire? Ben, c'est pour l'État voir si vous êtes, voilà, si vous avez, vous êtes en perte ou si votre activité est rentable ou pas. Parce que si elle n'est pas rentable au niveau de la justice, je veux dire, la faillite peut se suivre d'une société qui n'est pas rentable avec certains critères jugés par, voilà, euh, le tribunal de commerce. C'est le tribunal de commerce voilà, euh, qui s'occupe, voilà, de tout ce qui est commercial. De toute activité commerciale, c'est le tribunal de commerce qui s'en occupe, et c'est lui qui va juger, je veux dire, de, voilà, c'est la société, en fonction voilà, de ce qu'elle remet comme document, si la société est en bonne et due forme, c'est-à-dire s'il a lieu, je veux dire, de juger une faillite ou pas. Voilà, par rapport bien sûr, des documents qui sont remis, on a tous les enregistrements comptables et on va rechercher voilà, tous les documents comptables. On va descendre sur quelques années, voir l'évolution, et on peut étudier l'évolution et voir, voilà, si la société peut être, je veux dire, se relancer ou pas. Se relancer ou pas. Parce que bon, c'est pas parce qu'on a des pertes que une société, on peut faire 3 années de pertes et la quatrième année avoir des gains. Voilà, et donc, je veux dire, des gros gains qui vont, je veux dire, mettre les 3 années antérieures. Parce qu'il faut comprendre pourquoi la société, je veux dire, fait des pertes. Une société qui fait des pertes, c'est pas parce qu'elle ne marche pas, loin de là. C'est parce que peut-être que s'il y a trop d'amortissement les 3 premières années, c'est normal que, je veux dire, elle doit amortir, elle doit payer toutes les machines, elle doit payer tout au départ. C'est normal que tout l'argent, au départ, je veux dire, subit, je veux dire, un processus, je veux dire, tout ce qui est monnayable. Parce que, attention, qu'une entreprise, c'est du flux réel, c'est-à-dire des flux de toutes sortes, hein, de services, de produits de services. Voilà, ce sont des flux réels. Mais on a aussi des flux financiers, flux réels. Voilà, quand vous achetez des véhicules, ben les véhicules, vous les avez en présence, mais vous n'avez pas peut-être payé, parce que vous payez par la banque, et donc la banque, au travers de la banque, c'est des flux financiers. Voilà. Et puis il y a tout ce qui est flux exceptionnel, hein. Voilà, on ne sait pas où mettre. Voilà, on les place dans ce qui est de l'exception. Flux exceptionnel. Les flux d'exception. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a toutes sortes de flux qui vont intervenir. Et donc par rapport à ces flux réels, c'est tout ce qui est flux réel, c'est tout qui est, voilà, qui est palpable. Attention, qui peut être non palpable, hein. Voilà, on peut faire travailler du non palpable, par exemple. Des brevets, on ne sait pas toucher un brevet. Bon, c'est quelque chose qu'on ne sait pas toucher. C'est incorporel, on va dire. Il n'y a pas de corps. C'est pas comme une voiture, etc. Donc, je veux dire, ça va faire travailler beaucoup de flux réels de toutes sortes qui vont permettre une exploitation de la société. Donc, on aura voilà, des flux d'exploitation. Et à côté de ça, vont venir se greffer à ça des flux financiers. Alors, c'est pas, comme je l'ai dit, une société,
peut être en négatif pour la bonne raison que les premières années, ce qui est financier, je veux dire, est mis à rude concurrence parce que vous devez acheter beaucoup de choses. Voilà, vous devez acheter des camionnettes, du matériel, matériel roulant, du matériel de production, d'exploitation. Vous devez voilà, investir sur beaucoup de choses. Il y a tellement de choses au départ qui se lancent que je veux dire, parfois le porte-monnaie de la société, il est mis en forte, je veux dire, il est mis en forte, à forte pression. Le porte-monnaie de la société, au départ, subit une forte pression. Alors que l'activité vient de commencer. Bon, ça, c'est un petit peu embêtant parce que, je veux dire, quelqu'un qui commence, ben, il est soumis à la rudesse. Bien sûr, il y a des aides, hein, il y a des aides d'État qui vous permettent de lancer une activité, quelle qu'elle soit, de service ou d'activité commerciale. Donc, peu importe ce que c'est, mais en tout cas, il y a des aides de l'État. Voilà, au niveau de toutes sortes, ils essaient d'aider pour ne pas que... On sait bien que quand on commence une activité, c'est très difficile au départ. C'est très difficile parce qu'il y a tellement de critères. Voilà, le porte-monnaie, comme je dis, il est mis à rude concurrence, à rude épreuve, je m'excuse, à rude épreuve, que je veux dire, c'est là que subit la société tous les contre-coups. En plus de ça, elle n'a pas d'expérience, il faut qu'elle commence à faire son expérience. Et donc à ce moment-là, bon, je veux dire, elle subit certaines choses. Et cette expérience-là, ces choses qu'elle subit, elle essaiera que ça ne se reproduise plus. Voilà, donc où elle pourra contrecarrer certaines situations. Et il existe d'innombrables situations dans des sociétés qui peuvent être néfastes, hein, je vous le dis tout de suite. Bon, je vous dis, ce qui est paramètre extérieur, quelqu'un qui vient avec un chèque en blanc, vous payez des marchandises, bon, c'est un contre-coup. Hein. Bon, et je veux dire, les contre-coups, entre ce qui est, je veux dire, voilà, théorique, c'est-à-dire ce qui est scientifique et théorique, mathématique, ne l'est pas, je veux dire, en réalité. Parce qu'en réalité, bon, je veux dire, ce qui se passe, c'est que, bon, il y a beaucoup de filous qui font en sorte que la comptabilité, enfin, les sociétés sont mises à rude épreuve. Hein. Il y en a certains, ils ne payent pas, il y en a qui payent avec des faux chèques, il y en a qui, voilà, ne respectent pas leurs 3 mois de paiement, tralala, tralala. Une société peut, je veux dire, être, je veux dire, comment on appelle ça, vaciller, parce que c'est là quelques, la société, si elle a quelques clients, mais des gros clients, et certains clients trouvent voilà, une astuce pour ne pas payer. Par exemple, je veux dire, elle dit que voilà, si c'est dans le domaine de la construction, elle vous dit que les constructions étaient mal faites, et donc, je veux dire, et qui ne vous paye pas, et que c'est un gros client. Parmi vos clients, c'est un très gros client. Voilà, c'est pour ça qu'il faut avoir un portefeuille de clients. Je veux dire, même s'ils sont des petits clients qui vous payent très peu, enfin, c'est des petits clients, on va dire. Si c'est des petits clients, ben, au moins vous êtes en sécurité avec beaucoup de petits clients. Par rapport à 3 petits clients et un gros client, si le gros client ne vous paye pas, je veux dire, c'est un très gros problème pour la société. Donc c'est ça que je voulais vous dire. Si une grosse société, voilà, parmi vos gros clients, je veux dire, ne vous paye pas parce que bon, elle trouve qu'il y a vous êtes dans le bâtiment et que, je veux dire, elle trouve que le travail n'a pas été fait correctement par rapport à ce que vous faites, c'est-à-dire une sous-traitance, et que elle considère que ça n'a pas été que le travail n'a pas été fait, qu'il y a des malfaçons, on va dire. Et si elle va au tribunal et que la grosse société gagne par rapport à la petite société, ben, je veux dire, la société, je veux dire, sera pénalisée fortement. Et donc, elle ne peut pas être pénalisée plusieurs fois parce que si elle est pénalisée quelques fois, elle peut tomber. Hein. Elle peut vaciller, une société, ça vacille. Ça vacille, et je veux dire, si, je veux dire, les choses ne sont pas telles qu'attendues, c'est-à-dire de manière scientifique, parce que je vous ai dit que tout ne se passe pas en réalité de manière scientifique. Hein, ça, c'est la théorie, c'est dans les écoles qu'on voit le scientifique, mais en réalité, je veux dire, ce qui se passe en réalité, c'est qu'il y a beaucoup de vols dans les magasins, c'est que, je veux dire, il y a beaucoup de détournements, il y a beaucoup de... Voilà, c'est un monde où le scientifique perd de son attrait par rapport à la réalité du terrain. La réalité du terrain, c'est qu'il y a de l'argent en jeu et que l'argent, je veux dire, beaucoup de gens, tout le monde n'est pas honnête.
tout le monde n'est pas honnête. Il y en a, quand ils voient quelques billets, ben, il y en a, il faut monter très haut pour qu'ils puissent y toucher. Voilà, mais il y en a, ils voient quelques billets, ça y est, ils sont capables de les prendre de la caisse. Ou voir faire des détournements, voilà, de compte. Prendre voilà, un petit peu d'argent à chaque fois, et pendant un certain temps, ça fait beaucoup d'argent. Donc, ça s'appelle du vol, je veux dire, organisé. Ouais, donc, le vol, il y a 10 000 façons de voler, et je veux dire, bien sûr, c'est de la malhonnêteté, ça, euh, c'est recta, voler, c'est de la malhonnêteté, et donc, beaucoup de gens, je veux dire, malgré tout, je veux dire, le font. Beaucoup de gens le font. Donc, ce qui veut dire que, entre ce qui est vu, je veux dire, dans les théories, je veux dire, établies par, je veux dire, la législation, ce sont des théories de législation qui vous imposent un plan comptable minimum normalisé, mais je veux dire, il s'y passe beaucoup de choses. La société vit. Elle vit dans un monde, je veux dire, qui n'est pas scientifique, qui est un monde, je veux dire, où chacun veut son gain. Et dans le gain, je veux dire, il y a beaucoup de tricheurs. On va dire ça, c'est un jeu. C'est un jeu, on peut gagner, on peut perdre, mais il y a beaucoup de tricheurs aussi. Et certains essayent de tricher pour gagner, comme partout. Voilà, c'est comme partout, c'est ça, on va dire ça comme ça. Donc, il faut veiller, je dirais, à une société, avoir toujours des curseurs voilà, de surveillance. Il faut tout surveiller. Les flux financiers, il faut les surveiller. Voilà, même ces flux réels, parce que bon, si vous avez 4 camions, il y en a un qui prend des pièces de votre camion pour aller réparer son camion, pendant que voilà, il a des camions. Si voilà, un membre du personnel possède des camions et qui vole des pièces de votre camion, quand vous allez en entretien de votre camion, ben, je veux dire, c'est du vol, c'est du vol. Donc c'est la société qui devra payer ces pièces volées. Donc je vous dis, il se passe mille et une choses. Hein. N'allez pas croire qu'un commerce, je veux dire, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. C'est le commerce, je veux dire, c'est un monde, voilà, il faut faire très très attention à ce monde-là. Parce que voilà, il y a des gens honnêtes, il y a des gens, je veux dire, qui ne le sont pas forcément. Voilà. Et donc, le plan comptable minimum normalisé, qui est normalisation, qui est établi par voilà, des lois, c'est une législation qui sort, et c'est normalisé, donc il faut respecter. Bon, alors maintenant, je vais vous présenter quelques sites qui sont en rapport avec la comptabilité, enfin le plan comptable minimum normalisé, qui sont une numérotation à plusieurs chiffres. Voilà, parfois il y a 3 chiffres, on lui adjoint des zéros, hein, derrière, on peut lui adjoindre des zéros. Donc par exemple 463, vous pouvez lui dire 463 000. On peut dire ça comme ça. Mais enfin bref. Et c'est décomposé par section. Vous allez voir les sections, ce qu'on appelle des classes. Voilà, il y a les classes de la comptabilité. Et dans ces classes, ben, c'est voilà, de nouveau redéfini par poste. Redéfini par poste. Et donc je vais vous présenter plusieurs sites. Alors, pour avoir un plan comptable minimum normalisé, vous allez, bon, vous tapez, bon, bien sûr, vous tapez le pays où vous êtes, parce que faut voir si d'un pays à l'autre, ça ne change pas. Il n'y a pas des choses qui changent. Bien sûr, par rapport entre pays voisins, je pense Belgique, France, voilà. Mais c'est pour ça que je vous dis ici, il faut prendre PCMN belge pour ne pas tomber sur le PCMN, voilà, français. On va dire ça comme ça. Alors, vous tapez, vous allez avoir... alors, ce qui est intéressant ici, j'en ai pris quelques-uns. Ici, vous avez la classe 1, ça c'est la section. Section 1, voilà. Section 2, classe 2. Voilà. Et puis, vous avez section 3, classe 3. Et puis, section 4, normalement, je ne l'ai pas vu. Oui, section 3, classe 3. Section 4, classe 4. Voilà. Section 5, classe 5. Section 6, classe 6. Voilà. Et puis, normalement, il y a section 7, classe 7. Voilà, section 7, classe 7. Et puis, il y a la classe 0. Voilà. Donc, vous voyez que ça va de 0 à 7. Ça va de 0 à 7. Ce qui veut dire que de 0 à 7, il y a 8 classes. Il y a 8 classes. Donc, il n'y a pas 7 classes, il y en a 8, parce qu'il y a la classe 0 aussi. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, alors, maintenant, comment il est subdivisé? Les classes, c'est quoi? Les sections? Mais le classe 1, c'est le patrimoine propre, provision pour risques et charges, et dette à plus d'1 an. Voilà.
Donc dans le patrimoine, c'est le cas. On retrouve le capital souscrit, capital voilà, non appelé. Voilà, on retrouve les plus-values de réévaluation, les réserves, bénéfices reportés ou pertes reportées, voilà, et les subsides en capital. Bon, voilà, ça c'est la classe numéro 1. Classe numéro 1. On retrouve les réserves légales. Voilà, une société doit mettre en réserve une certaine quantité, voilà, un demi, un quart, peu importe. Mais en tout cas, elle doit mettre en réserve pour, voilà, on va dire mettre en confiance la société, pour se dire qu'elle a de l'argent en réserve. Voilà. Alors, provision, ici, c'est pour les provisions impôts et différés. Voilà, dette à plus d'un an. Voilà, les dettes à plus d'un an. Alors, vous voyez que la numérotation, le 17, 170, 1700. Vous voyez la subdivision. Hein. Alors, 17, dette à plus d'un an, 170. Voilà. On a fait x10. Hein. On a rajouté un 0, donc on a rajouté un chiffre. C'est-à-dire, on se retrouve avec x10. Emprunt subordonné. Alors, et puis, encore une sous-catégorie. Donc, ici, on a trois sous-catégories. Pourquoi? Parce qu'il y a 17, 170, 1700. Donc, on a la troisième sous-catégorie. Et donc, la deuxième sous-catégorie, la première, c'est 17. La deuxième, c'est 170. La troisième, c'est 1700. Et puis, juste après 1700, il y a 1701. Voilà. Voilà. Donc, il y a le converti 1700 et non converti 1701. Mais le 170 emprunt subordonné, il se subdivise encore en convertible et non convertible. Donc 1700, 1701. Idem pour 173, on a 1730 et puis 1731, 1732, voilà, et ainsi de suite. 175, 1750, 1751, voilà. Voilà. Alors la classe 2. La classe 2, c'est les frais d'établissement, actifs immobilisés, créances à plus d'un an. Vous voyez que ces actifs qui ne bougent pas, dans l'entreprise immobilisée, qui ne bougent pas, ces actifs immobiliers, voilà, créances à plus d'un an, et les frais d'établissement. Frais d'établissement, frais de constitution et d'augmentation de capital, frais d'émission d'emprunt, autres frais d'établissement, frais de restructuration, voilà. Donc ça, c'est les frais d'établissement. Qui est le compte 20, voilà, 20 frais d'établissement, vous avez 200, 201, 202, 203, 204. Ensuite, on a 21, immobilisation incorporelle 21, c'est... Voilà, frais de développement 210, 211, concession brevet licence, savoir-faire, marque et droits similaires. 212, goodwill. 213, à compte versé. Alors, immobilisation corporelle 22 à 27, 22 terrain construction, 23 installation machine et outillage, 24 mobilier et matériel roulant, 25 immobilisation détenue et location, voilà, tralali, tralala, 26, 27. Et puis, créance à plus d'un an, 29. Classe 3, stock et commande en cours d'exécution. Oui, dans une société, il y a des sociétés, bon, je veux dire, ils doivent gérer un stock. Alors, les calculs de stock, il y a différents types de calculs de stock. Le tout, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va utiliser comme calcul de, voilà, calcul de stock. Alors, avant d'entamer quoi que ce soit ici, c'est pour vous dire qu'il existe de nombreux logiciels de gestion. Je m'excuse. Des logiciels comptables. Pour enregistrer, voilà. Voilà. Il existe des outils de comptabilité. Alors, le premier outil, bien sûr, c'est le PCMN. Attention que le PCMN, peut-être, vous pouvez le consulter par ordinateur. Alors moi, je vous dirais que si vous travaillez, je veux dire assez souvent en comptabilité, le mieux de l'avoir, c'est sur feuille de papier devant soi. Vous avez, voilà, des feuilles. Vous allez chercher directement sur les feuilles. Parfois, on peut, si vous travaillez souvent avec le PCMN, utilisez des feuilles. Pourquoi? Parce que les feuilles, on travaille beaucoup plus vite avec des feuilles. On suffit de tourner en 2-3 mouvements. On a vite, je veux dire, le compte adéquat. Plutôt que sur ordinateur, il faut glisser. Bon, on cherche, on remonte, on redescend, on remonte. Avec une feuille, vous tournez en 2-3 mouvements. Vous l'avez très vite avec des feuilles. Ça va vite. À mon avis, le rendement, vous l'aurez, il est meilleur quand vous travaillez sur feuille que sur ordinateur. Ordinateur, il faut monter, descendre, remonter. Parfois, l'ordinateur, voilà, il s'éteint, mais on ne sait pas pourquoi. Parfois, je dirais un blocage. Voilà. Sur feuille, vous tournez, boum, vous l'avez. Bon, les ordinateurs, bien sûr, il y a des soucis. On peut avoir des soucis informatiques derrière. Voilà. Si vous n'avez pas d'ordinateur, vous avez toujours des feuilles. Les feuilles sont toujours là. On va dire ça. Sauf si vous oubliez vos feuilles, ça c'est autre chose. Bon. Donc on a des outils de comptabilité. Deuxièmement, on a des logiciels tout faits. Hein.
Alors, les logiciels, vous pouvez créer, voilà, vous-même, voilà, des outils. Je pense à Excel, qui est l'outil le plus puissant qui existe, je veux dire, en matière de tableur. Il n'y a pas plus puissant qu'Excel, je vous le dis. Ils ont dépassé tout le monde. Il n'y a plus personne qui peut rivaliser avec Excel. Ah, je peux vous le dire. Bon, il y avait Excel au départ. Bon, on pouvait rivaliser avec les premiers Excel. D'ailleurs, il y en a qui ont fait des copies plus ou moins d'Excel. Ils voient qu'est-ce que Excel a fait. Et puis bon, mais maintenant, je peux vous dire qu'Excel, il est indépassable. Donc c'est un outil, voilà, très, je veux dire, performant pour faire de la comptabilité. Alors à côté de ça, vous avez bon, des logiciels tout faits tels que il existe le logiciel Ciel de comptabilité. Bon, mais maintenant il faut le payer. Faut le payer, le logiciel Ciel, parce que c'est là que vous allez avoir, voilà, tout est ouvert. Hein, c'est pas comme le logiciel, je veux dire, qui est une version, je veux dire, bêta, où là, en ce moment, ça peut être embêtant quand on utilise le ciel bêta. Maintenant, il existe aussi beaucoup de ERP. Là, les ERP, bon, c'est puissant. C'est très puissant, hein, les ERP. Voilà. Et avec les ERP, bon, vous avez des gestionnaires de tout. Gestionnaires pour les salaires, gestionnaires pour, voilà, de production. Vous avez tout. Vous faites de la comptabilité. Voilà, les ERP, c'est ouvert à tout. Hein. Voilà, c'est ouvert à tout. C'est ouvert à tout. Et avec un ERP, bien sûr, on peut travailler avec Excel aussi. Hein, parce que vous pouvez faire je veux dire, des liens d'ERP vers Excel. Tous les ERP, en général, peuvent travailler sous forme de tableur Excel. Hein. Donc, en fait, Excel, on peut travailler avec un ERP, ouvrir un document Excel et revenir de document Excel en ERP. Et d'ailleurs, en ERP, il y a des choses qu'on ne sait pas faire. Je veux dire facilement. Je veux dire facilement, parce qu'il faut... En ERP, quand on veut faire certaines extractions, non pas de base de données, mais de travail sur des quantités en production, mais je veux dire, le meilleur de traitement, c'est de passer par Excel. Excel, il y a un outil de développement, voilà, qui est VBA. Et là, grâce à VBA, ben, vous pouvez faire des traitements et revenir dans l'ERP. Alors les ERP, il y en a beaucoup. Hein. Bon, ici, je veux dire, citer tous les ERP qui existent parce qu'il y en a plein. Il y en a des moyens, des petits, des moyens, des grands, des super grands. Voilà, c'est comme les sociétés, il y a des petites sociétés, des moyennes sociétés, des grandes sociétés, des mastodontes. Il y a toutes sortes. Ici, les ERP, il y a des petits ERP, des moyens ERP, des très grands ERP, des mastodontes. On va dire ça comme ça. Maintenant, c'est le budget qui fait que vous pouvez acheter, vous procurer un ERP ou un autre. Et c'est aussi l'activité que vous avez. Si vous êtes coiffeur, vous n'allez pas prendre un ERP. Hein. Bon, il n'y a aucun sens à ça. Aucun sens en tant que coiffeur, voilà, d'utiliser un ERP. Voilà, un logiciel de comptabilité. De toute façon, généralement, les indépendants, bon, certains font leur facture, ils font tout en soirée, mais ils passent leur temps, je veux dire, parce que toute la journée ils travaillent, et puis en soirée ils doivent encore travailler à faire des factures, à faire des devis, leurs journées sont interminables. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas. Le tout, c'est parce qu'ils ne veulent pas embaucher quelqu'un. Ils vont dire, bon, ils ne savent pas embaucher. Si, il y a toujours moyen d'embaucher, faire un travail de qualité par des personnes qui vont vous faire que des factures. Des personnes qui vont faire que des factures, que des devis, tralala. Maintenant, un devis, il faut être capable de le faire aussi. Parce que, bon, un devis, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Faut être un professionnel pour pouvoir faire poser un devis. Mais maintenant, la rédaction du devis peut être faite par, je dirais, un secrétariat. Et donc, ici, les logiciels peuvent vous aider. Donc je vous ai dit qu'il y a Ciel, des ERP, il y a toutes sortes de... Alors Excel, comme je dis, c'est déjà excellent pour travailler en comptabilité. Et alors il existe toute une panoplie, voilà, de logiciels d'État. Voilà, qui sont des logiciels, je veux dire, sécurisés. Voilà, où ils tiennent tout plein de documents spécifiques, les banques, tralala, beaucoup d'administrations comme ça, qui sont, voilà, des documents, je veux dire, qui sont à titre confidentiel, donc qui demandent, voilà, qui sont confidentiels et qui demandent un mot de passe. Un mot de passe pour pouvoir accéder aux données et aux
aux données, voilà, parce que c'est généralement, ce sont des données, hein. La comptabilité, c'est quoi? C'est des enregistrements de données. Maintenant, il y a des calculs. On peut faire des calculs. Alors, quel genre de calcul? Calcul des salaires. Les salaires, c'est d'office des calculs. Voilà, il faut calculer voilà, la quote-part de l'ONSS, voilà ce qui va revenir voilà, aux, aux impôts, et tralala. Il y a toutes sortes de calculs. Voilà, qu'est-ce qui est la base imposable. Voilà. Et notamment, d'autres calculs, c'est quand vous faites des calculs, des différents frais. Voilà, transport, voilà, s'il y a du coulis ou voilà. Voilà, qu'est-ce que vous avez transporté comme. Et là, il y a aussi une base imposable. Il y a une base imposable. Voilà. Donc, quand il y a des bases imposables, il faut faire du calcul. Donc, dans les rémunérations, il y a des bases imposables. Donc, il faut faire du calcul. Parce que, comme je l'ai dit, un des principaux outils de la comptabilité, c'est quoi? Ben, c'est aussi de signifier le chiffre d'affaires pour pouvoir. S'il y a des gains, des pertes pour l'entreprise, l'entreprise elle-même, bon, c'est intéressant de savoir. S'ils ne sont pas, bien sûr, de manière scientifique, hein, s'ils ne sont pas, je veux dire, trafiqués, parce que bon, certains trafiquent pour ne pas payer les impôts, ils trafiquent leurs comptes, voilà, bon, ça arrive souvent. Je veux dire, mais une entreprise, si elle travaille de manière scientifique, si je pars d'une base que c'est une manière, elle travaille de manière théorique, on travaille de manière théorique et non pas de manière philo, parce que certains philos essaient voilà, de démonter leur comptabilité pour montrer qu'ils ont des pertes. En fait, ils vont cacher, voilà, dans des paradis fiscaux pour ne pas payer les impôts. Voilà. Donc, ce qui peut intéresser l'entreprise, c'est savoir si elle a fait un gain ou une perte annuelle. Voilà, c'est ça, c'est un jeu. Le jeu, c'est de gagner. Donc, si elle fait des pertes, c'est pas parce qu'elle a fait des pertes, c'est pas parce qu'on a un échec à l'école qu'on a raté son année. On va dire ça comme ça, qu'on est exclu de l'école. On peut avoir des échecs, et je veux dire, les rattraper par après. Bon, ici, c'est le même. On peut toujours rattraper des situations. Maintenant, une situation qui devient critique, là, il faut faire attention. Attention qu'il y a toujours une frontière. Quand vous avez plusieurs échecs et vous avez déjà doublé 2 ans, un an, que vous avez plusieurs échecs, là vous êtes en situation critique, il faut absolument réagir. Pourquoi? Parce que si vous ratez une deuxième fois, ben, vous êtes exclu de l'école, vous devrez changer d'option. Voilà, on va dire ça comme ça. Je parle du supérieur. Et donc ici, une entreprise, c'est pareil. Si elle fait trop d'échecs, il faut aussi qu'elle se remette en question, elle se dise, bon, qu'est-ce qui ne va pas, comment je peux répondre, et parfois il y a des réponses d'urgence. Hein. C'est des réponses d'urgence. Et dans l'urgence, il ne faut pas répondre n'importe comment. Il faut réfléchir pour répondre dans l'urgence. On va dire ça comme ça. Et donc, ici, il faut, une société a besoin de savoir si elle fait des gains et des pertes. Bon, maintenant, il y a un acteur extérieur qui est le système d'imposition, enfin, on va dire, l'agent d'État qui s'occupe des impôts, lui, il doit savoir combien vous devez payer votre quote-part d'impôt. Et donc, à ce moment-là, c'est par rapport voilà, au gain que l'entreprise a fait. Donc, à ce moment-là, le service d'impôt a un œil sur les comptes. Maintenant, d'autres personnes peuvent voir les comptes d'une société celui qui travaille, il veut travailler en tant qu'employeur ou ouvrier dans une société, il veut aller voir le bilan de l'entreprise. Parce qu'il y a des gens, ils sont en quasi-faillite et ils ne le disent pas. Voilà, ils sont en procédure du tribunal de commerce, voilà, qui va statuer dans les mois qui suivent, et donc pendant ce temps-là, il vous engage, mais les 3-4 mois que vous allez travailler, il ne va pas vous payer, il va vous dire, ouais, bon, j'ai un petit souci, mais il ne va pas vous dire qu'il est en faillite. Voilà, il va vous dire juste qu'il a un souci de paiement. Après, il va attendre 2-3 mois pour essayer de voir si les choses se rétablissent. Lui, il fait du calcul. Hein. Le patron peut faire du calcul, il se dit, bon, je vais engager du personnel, je suis en procédure voilà, voilà, au tribunal de commerce, ouais. Ils vont vous statuer pour voir s'il y a quasi faillite ou pas. Et puis, bon, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va embaucher du personnel. Pendant ce temps-là, le personnel ne va pas être payé. Parce que le patron, il se dit, il a toujours un espoir que la situation, il va s'en sortir. Mais maintenant, de deux choses l'une. Voilà, soit on descend les escaliers, voilà, et supposons que le patron, il voit là, et vous êtes engagé ici, il ne sait pas vous payer, mais vous ne l'avez pas remarqué qu'il était en situation de critique. Voilà, ça c'est la situation critique. Voilà, et maintenant, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il continue à descendre? Le problème est là. Parce que maintenant, j'ai toujours dit qu'on peut toujours remonter, mais il faut prendre
Voilà, il faut voir qu'est-ce qui ne va pas, faire une étude de marché et voir ce qui ne va pas. C'est la première chose à faire, c'est de voir quels sont les problèmes. Pourquoi on a moins de clients? Voilà, est-ce qu'il ne faut pas modifier un produit? Est-ce qu'il ne faut pas créer une nouvelle voilà, structure, je veux dire, en parallèle pour essayer de la faire marcher, essayer de voir s'il n'y a pas moyen de résoudre un problème pour pouvoir remonter une pente. Alors maintenant, si vous remontez le seuil de critique, vous montez le seuil critique, ouais, je veux dire, là, vous pouvez créer déjà voilà, que c'est déjà ça de gagner. Alors, le gain, il n'est pas total. Il faut continuer à le gagner. C'est au jour le jour qu'on fait des gains. Voilà, il faut toujours monter, monter, monter. Mais maintenant, on peut descendre. Hein. Mais il y a une personne doit voir le bilan. Si elle veut travailler dans une entreprise, elle doit... parce que pour éviter le risque que bon, le patron ne vous paye pas, que vous allez vous dire, ouais, mais... Et ça, c'est la même chose que quand quelqu'un achète une cuisine. Hein, une cuisine ou un bien. Elle va acheter une cuisine, elle se rend compte que bon, la personne ne sait pas livrer les cuisines parce qu'elle ne sait pas... le marchand de cuisine ne sait plus avoir d'emprunt pour pouvoir commander ses cuisines, mais en arrière-plan, le client a payé. Donc il attend sa cuisine, lui. Mais là, voilà, le fournisseur de cuisine, lui, il est rempli de dettes qu'il ne sait plus commander des cuisines. Donc en fait, il fait payer malgré tout pour essayer de jouer sur sa comptabilité, d'aller chercher voilà, des clients pour essayer de jouer avec l'un ou l'autre. Voilà, c'est un jeu, c'est un jeu. D'un côté, il prend de l'argent, il ne va pas livrer, mais d'un autre côté, il va peut-être livrer. Il va payer ses dettes, d'un côté. Donc lui, il se dit, bon, à un moment donné, il va essayer il est en train de couler, et il se dit, bon, il va essayer de s'en sortir, pourquoi pas. Bon, il y a toujours moyen de s'en sortir. Hein. Bon, le problème, c'est que on peut pas faire des dettes sur des dettes, parce que une dette, c'est pour ça que les banques n'acceptent pas. Je veux dire, quand vous avez un emprunt, suivant les calculs qu'ils vont faire par rapport aux revenus, mais ils ne vont pas se permettre de donner un second emprunt. Donc si vous achetez une voiture, ben, certains peuvent encore avoir un emprunt à côté, mais d'autres non. Ils vont vous dire, écoute, bon, vous avez acheté une voiture de 30 000 euros, vous devez faire des travaux pour 40 000 euros. Je veux dire, on vous a déjà donné un emprunt, donc débrouillez-vous pour les travaux. Débrouillez-vous pour vos travaux. Voilà. Donc on ne peut pas donner... Les banques, s'ils pouvaient donner des emprunts, tout le monde serait riche. Hein. Bon, vous avez l'argent, je veux dire, voilà, l'argent qui tombe du ciel, mais le problème, c'est que cet argent qui tombe du ciel, il faut bien le rembourser à un moment donné. C'est ça le problème. Quand il y a trop d'argent qui tombe du ciel, c'est trop, il faut savoir le rendre. Voilà. Et donc, voilà, et dans beaucoup de pays, il y a le système d'emprunt. Mais maintenant, le tout, ça dépend de ce qu'on fait avec l'emprunt. Bon, si quelqu'un fait un emprunt, voilà, et qu'est-ce qu'il fait? Il achète une mobilette. Et il fait taxi avec sa mobilette. Ben, avec sa mobilette, il fait taxi. Et il a fait un emprunt pour acheter son scooter, hein, dernier cri. Mais il peut ramener n'importe qui où il veut en le faisant payer. Et donc, il a une activité qui est, voilà, service taxi par scooter. Et donc, beaucoup de personnes peuvent faire des emprunts comme ça. Voilà, ils font des petits emprunts et puis ils rentabilisent ça par une activité que, je veux dire, qui est de type professionnel et donc qui va leur faire permettre de gagner, je veux dire, de l'argent. Voilà, et donc, ici, j'étais en train de dire, voilà, j'étais ici, ben, le logiciel qu'il y a, il y a différents types de logiciels et généralement en comptabilité, on rentre. La comptabilité, c'est beaucoup introduire des données en sachant ce qu'il faut les introduire dans les bons comptes. Donc par rapport voilà, au PCMN. Simplement, bon, quand je vous ai dit qu'il y avait du calcul, effectivement, il y a beaucoup de calcul, parce que calcul de stock, un ERP calcule les stocks. Hein. Voilà, gestion des stocks. Voilà, ici j'ai dit gestion des salaires. C'est un cas de figure. On peut faire la gestion des stocks avec un ERP. Maintenant, le calcul de stock, vous pouvez le faire par VBA ou Excel VBA. Excel VBA, vous pouvez faire une gestion des stocks. Gestion des salaires, vous pouvez faire ça avec Excel VBA. Voilà, les factures, notes de débit, notes de crédit, tralali, tralala, Excel VBA, c'est bon. Mais les ERP contiennent tout ça. Hein. Les ERP, bon, vous encodez, bam bam, mais ils vous calculent tout. Vous mettez les méthodes qu'il vous faut, il vous fait tout. Voilà, alors les ERP, c'est basé sur des bases de données. Hein. Voilà, c'est sur des bases de données relationnelles. Voilà, qui sont, je veux dire, avec énormément de tables. C'est énormément de tables dans les ERP. Bon, d'ailleurs, quand on apprend un ERP, il faut apprendre par module, parce que les modules
c'est des modules, bon, faut au moins 3 mois pour apprendre un module, voilà, puis après vous allez au module suivant, vous faites encore 3 mois, et ainsi de suite. Et après, parfois, vous apprenez un module, vous n'utilisez pas l'autre module, et pendant cela, vous perdez des connaissances sur le module que vous avez vu, parce que, je veux dire, vous ne l'utilisez pas. Parce que voilà, pour bien connaître, il faut l'utiliser, avoir tous les cas possibles, voilà, et le manipuler, je veux dire, au jour le jour, au gré des jours qui passent. Et voilà, donc c'est comme ça que voilà, on voit ce qui se passe, je veux dire, dans un ERP. Parce que si on utilise un module une fois, ben, le jour il faudra encore l'utiliser. Si vous vous rappelez, ça va, mais si vous vous rappelez pas, bon, je veux dire, vous allez appeler quelqu'un qui connaît bien, il va vous dire, bon, moi, je vais bien t'aider une fois, mais pas deux, voilà. Ou il va vous dire, écoute, euh, donne-moi un merci pour ce que je t'apprends. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà, alors, donc ici, on a le PCMN, les logiciels, voilà, de calcul, hein, de toutes sortes de calculs. Comme je dis, il y a différents types voilà, de services de calcul. Ah oui, ce que je voulais vous dire, c'est que après un bilan, qu'est-ce que ça peut intéresser qui? Bien sûr, ici, je disais, ça peut intéresser donc l'entreprise, l'impôt, voilà, et le travailleur, de toutes sortes, qui peut avoir une vue. Voilà, il va à la banque, il va chercher voilà, le bilan, et il peut regarder le bilan de telle année ou de telle année, savoir comment ça se passe. Ou pour un étudiant, s'il veut faire l'évolution de l'étude voilà, de l'évolution d'une société, année par année, il peut aller voir les bilans de différentes années et tirer des conclusions par des graphiques. Voilà, ça c'est pour un étudiant, ça peut intéresser des étudiants aussi. Les entreprises, impôts, ça peut intéresser tout le monde. Voilà, des étudiants, pour faire des travaux. Voilà. Par contre, ici, j'étais en train de dire que voilà, ça peut intéresser beaucoup de monde. Ça peut intéresser beaucoup de monde. Voilà, PCMN. Alors, on peut faire beaucoup de calculs, comme je l'ai dit. Oui. Donc, ce que je voulais vous dire, le, le bilan, de fin d'année, bon, il va résumer beaucoup de choses. Hein. Il va résumer beaucoup de choses, je peux vous le dire. Voilà. Parfois, on fait des résumés dans le bilan, on fait des calculs, et ces calculs-là, on les reporte dans le bilan. Voilà, on va dire ça comme ça, parce que tout le bilan n'est pas, je veux dire, répertorié, je veux dire, avec une multitude. Il ne faut pas s'y perdre non plus. Hein. Là, à un moment donné, on demande un résumé par des calculs. Donc, on va faire des calculs. Voilà, beaucoup de calculs vont intervenir. Vous allez voir comment se font les calculs pour résumer. On va résumer, on va pas mettre tous les charges et tous les produits. Voilà, on va calculer certaines choses, on va le mettre par segmentation. On va le mettre par segmentation. On va segmenter, on va mettre ça, on va faire des calculs. Voilà, et savoir qu'est-ce qu'on va avoir comme avant les impôts. Voilà, chiffre d'affaires avant impôts. Ce qui est intéressant de savoir, c'est chiffre d'affaires avant impôts. Si c'est voilà, un gain voilà, ou une perte dans l'entreprise, voilà, on peut voir ça tout de suite. Ça se voit tout de suite. Voilà. Et qu'est-ce qui est exploitation, qu'est-ce qui est financier et qu'est-ce qui est de l'exceptionnel. Voilà. Bon, et alors, maintenant, les calculs, il y a différents calculs, voilà. Et donc, ça le bilan, il va reprendre tout ça. Et grâce à ça, grâce au bilan, donc au plan comptable normalisé donc, du bilan, ben, c'est un outil de gestion. On peut gérer. Voilà, on pourra gérer les choses. Beaucoup de choses pourront être gérées d'une certaine façon. Voilà. Alors, maintenant, la gestion, elle est de plusieurs abords. Hein. Ouais, comme je dis, gestion de stock, gestion des amortissements. Alors là, il y a beaucoup de calculs. Hein. Calcul de stock, il y a beaucoup de manières de calculer les stocks. Les amortissements, il y a différents types de calculs d'amortissement. Et tralali, tralala. Voilà. Ensuite, on a le calcul, de beaucoup de calculs, hein, comme je dis, gestion voilà, de la facturation. Voilà, facturation. Alors,
On peut faire une gestion des devis aussi, parce qu'un devis, c'est pas forcément, je veux dire, évident. Il suffit qu'on se trompe chez un client, il ne sera pas content que quand on va venir travailler, que le devis est différent de ce qu'on lui a dicté parce qu'on s'est trompé. Donc on n'aime pas de se tromper. Quand on dit quelque chose à un client, il faut respecter, parce que s'il y a une différence de 1000 à 2000 euros, lui il va aller voir ailleurs. Hein. Il aura peut-être, voilà, ouais, je me suis trompé de 1000 euros dans le devis. Ouais, non, mais il fallait le dire avant. Enfin, bon, si on s'est trompé, c'est qu'on s'est trompé, mais il ne faut pas se tromper souvent. Donc, les devis, c'est aussi quelque chose, je veux dire, parce que faire un devis, c'est ce qui va rapporter à manger à l'entreprise. Hein. On fait un devis, le type, il voit que le devis est intéressant, ouais, il va retéléphoner pour essayer d'avoir le contrat. Mais attends, si le devis ne l'intéresse pas parce que c'est trop cher et que c'est moins cher ailleurs, que l'autre il fait très bien le travail ailleurs, et que je veux dire, bon, il est moins cher, ben, il va aller voir là où il fait très bien le travail, aussi bien le travail, je n'ai pas dit mieux le travail, mais aussi bien le travail ailleurs. Et voilà, il va payer moins cher ailleurs. Voilà, c'est chacun son portefeuille, chacun regarde son portefeuille. Tout le monde regarde par rapport à son portefeuille, hein. Même si c'est son copain, il va pas aller chez son copain. C'est pas une question de copain, le commerce. C'est une question de portefeuille. Maintenant, s'il a envie de perdre de l'argent, ben, il va aller chez son copain parce qu'il fait plus cher et que c'est son copain. Pourquoi pas? Mais c'est chacun son portefeuille. Chacun son portefeuille. Voilà. Chacun calcule par rapport à son portefeuille. Le client calcule par rapport à son portefeuille. Le commerçant calcule par rapport à son portefeuille. Et ainsi de suite. Tout le monde a une vue sur son portefeuille. Le but, c'est pas de distribuer de l'argent. Je veux dire, alors qu'on peut gérer pour payer moins cher d'un côté et bon, avoir un petit peu d'argent pour faire autre chose avec. On va dire ça comme ça. Donc, la gestion, il y a toute une multitude de gestions. Hein. Voilà, gestion, on peut faire la gestion du personnel. Voilà. Gestion du personnel, ça veut dire que, par exemple, si le bilan ressort des gains, ben, ça veut dire que vous pouvez, voilà, on va dire embaucher du nouveau personnel pour de nouveaux postes. Pourquoi pas? Parce que l'entreprise a sorti des gains. Voilà. Le tout, c'est pas de... Parce que beaucoup de sociétés compriment, font de la restructuration technologique. C'est-à-dire qu'elles achètent des machines, voilà, des ordinateurs, voilà, elles font tout dans l'artificiel. Et l'artificiel, effectivement, ça comprime le personnel, il y a moins de personnel. Mais quand il y a une machine qui tombe en panne, c'est embêtant, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà, donc il faut réembaucher, sinon pas les capacités. Vous avez rembauché du personnel que vous n'avez plus, je dirais, qui est difficile à trouver parce que les gens ne sont plus formés pour ça. Ils sont plus formés pour ça. Vous faites une spécialisation, un métier spécialisé, vous montrez à personne et il n'y a personne qui saura le faire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc, vous n'allez pas chercher en intérim, vous allez chercher quelqu'un en intérim, il va rester bouche bée devant le processus de fabrication, de construction du. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été. Voilà. Il vous faut une personne tout de suite, mais le problème, vous ne trouvez pas de personne qualifiée. C'est normal parce que vous ne l'avez pas mis vous n'avez pris personne pour former pour ce poste. Voilà, un métier, ça tombe pas du ciel. Il faut être formé pour un métier. Voilà, il faut apprendre, il faut avoir des cas de figure, il faut faire des études de cas. Et puis après, quand on est apte à pouvoir travailler un métier, ben on a les compétences. Voilà, et les compétences, elles ne se donnent pas en un jour ou deux. Hein, je vous le dis tout de suite. C'est des années de compétences, c'est des années. C'est la source. Voilà, le savoir-faire, il tombe pas du ciel. Il faut des années. Quand on fait des études, c'est des années. Pour former quelqu'un, il faut des années. Je veux dire, voilà, quelqu'un qui fait des études supérieures, il lui faut 4-5 ans pour faire des études, encore minimum. 4-5 ans, c'est le minimum. Parce qu'il y a des gens qui font 10, 15, 20, voire 20 ans d'études. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais c'est pour vous dire que pour former quelqu'un, ben, ça tombe pas du ciel. On ne forme pas quelqu'un, je veux dire, ouais, il me manque du personnel, je vais aller à l'intérim chercher du personnel. Mais l'intérim ne trouvera personne de qualifié pour ce genre de boulot parce qu'il n'y a personne qui a été formé dans le tas. C'est pour ça qu'il faut former du personnel de temps en temps et avoir des personnes voilà, aptes à pouvoir répondre à des... Maintenant, c'est délicat parce que si vous utilisez voilà, de l'automatisation et que quand l'automatisation tombe en panne, vous avez besoin de personnel, le personnel ne viendra pas. Il ne va pas vous dire, c'est comme dans un club de football. Vous utilisez, je veux dire, toujours, vous mettez quelqu'un en réserve, il va être frustré, voilà, ben, il va accepter, s'il a un salaire, il va accepter. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Ben, la personne frustrée, quand vous allez mettre sur le terrain, elle ne va pas être motivée, je vous le dis tout de suite. Elle ne sera pas motivée parce qu'elle est toujours en réserve. Vous le gardez comme, on va dire, un bouche-trou. Il va se sentir comme un bouche-trou dans l'équipe. Donc, je veux dire, elle va pas se donner à fond. Elle va se dire, bon, je m'en fous. Je m'en fous.
je joue, je m'en fous, je fais mon match, et voilà, voilà. Alors, pour tout ça, pour vous dire quoi? La gestion, les types de gestion, on a beaucoup. Voilà, vous pouvez faire des gestions de beaucoup. Et alors, maintenant, quand l'entreprise est compliquée, bon, par exemple, vous prenez un petit café, bon, là, c'est toujours les mêmes, un petit peu les mêmes, voilà, vous servez des boissons. Je veux dire, c'est un petit peu toujours les mêmes, voilà, vous avez du stock en boisson, vous servez les boissons, voilà, vous prenez, vous remettez les vidanges, c'est toujours le même travail. Donc, ça ne demande pas voilà, une gestion, je veux dire, très, je veux dire, hum, très élaborée. Très élaborée. Maintenant, vous allez prendre un coiffeur, c'est un petit peu la même chose. Bon, il va faire ses petites choses, voilà, couper les cheveux, faire des lavages de cheveux, voilà, mettre en forme des cheveux, etc. C'est un peu la même chose. Celui qui fait les ongles, c'est pareil. Je veux dire, manucure, pédicure, c'est un petit peu, je veux dire, un petit peu un métier qui ne demande pas, je veux dire, une gestion élaborée. Voilà. S'ils ont des petits produits, ben, c'est un petit stock de petits produits, ils savent bien, ils achètent, ils savent bien ce qu'il faut acheter. Voilà leurs produits, et après, bon, ils les reçoivent et ils traitent. C'est pas qu'il leur faut, voilà, euh, une gestion de stock avec 1 million d'articles. On va dire ça comme ça. C'est ça que je veux dire, gestion de stock. Parce que gestion de stock, c'est pas donné à tout le monde. C'est vraiment du scientifique. Et il y a des manières de calcul de gestion de stock. Et il faut vite voir ce qui s'y passe. Hein. Voilà, c'était un jeu, encore une fois, c'était un jeu de voir qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui est en stock. Et voilà, on peut avoir des stocks en temps réel avec des courbes qui sont suivies. Voilà, au fur et à mesure. Voilà. Alors, gestion des amortissements, mais ça, c'est, on peut faire différents types de calculs par des amortissements, par exemple, amortir des machines. Voilà, on amortit des machines avec, ils vieillissent. On se dit, bon, à un moment donné, bon, euh, bon, on fait un amortissement sur 3 ans, sur 4 ans, sur 5 ans, sur 10 ans, sur 20 ans, etc., 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 etc. Donc vous voyez qu'on peut gérer beaucoup de choses. Gestion du personnel, devis, facturation, amortissement, stock, tout ce que vous voulez. Donc vous voyez que ça commence à devenir élaboré. Là pour ça, quand ça devient élaboré, bah, on demande plus c'est élaboré, plus on va demander quelque chose de compliqué qui va gérer tout ça. C'est-à-dire, c'est un ERP. Un ERP, il va faire tout ça. Il va faire tout ça, il va gérer tout. Un ERP peut gérer tout. Mais maintenant, il faut le personnel qui peut gérer ça. Comme c'est une grande société élaborée, elle peut se permettre d'avoir du personnel qui va gérer tout ça. Voilà, gestion de production. Gestion de production. On peut faire la gestion de production. Donc, de la comptabilité, qu'est-ce qu'on peut sortir de la comptabilité? Ben on peut, c'est un outil de gestion. La comptabilité, c'est un outil de gestion. On peut, à partir d'une vue, du bilan, ben, je veux dire, se dire, bon, on va gérer les choses comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On va gérer les choses comme ça, comme ça. Voilà, pour le compartiment stock, comme ça, comme ça, comme ça. Pour le compartiment amortissement des machines, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Pour la facturation, on va gérer les choses comme ça, comme ça, comme ça. Donc, en fait, voilà, grâce au bilan, ben, ça permet, je veux dire, des choses. Alors, de deux choses l'une, je vous le dis tout de suite. Soit le bilan est au rouge, voilà, il est tout rouge, ben, ça veut dire qu'on a une gestion. La gestion, elle devra se faire le mieux que l'on peut, mais avec les moyens qu'on a, parce que le bilan est en rouge, hein, on n'a pas tous les capitaux qu'il faut, enfin, on n'a pas tout, on n'a pas forcément l'argent qu'il faudrait pour faire la gestion adéquate. Pourquoi? Parce que le bilan est au rouge. Maintenant, si le bilan est en orange, bah, on peut il est ni au rouge ni au vert. Mais il est en orange, c'est un indicateur qui nous permet de dire, bon, bah, on peut faire des choses, mais pas tout ce qu'on veut. On va dire ça comme ça. Voilà, maintenant, si la comptabilité est au vert, bah, on peut se permettre beaucoup de choses. Elle est au vert, on peut se permettre plus de choses. Et s'il est d'autant plus au vert, voilà, si le signal vert vous permet beaucoup de choses, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, vous pouvez... Ben, on peut même... Donc, quand elle est trop au vert, quand je dis trop au vert, c'est-à-dire que le bilan nous donne voilà, des très bons résultats sur 3-4 ans, par exemple. Sur 3-4 ans, on a 3-4 fois des bilans, je veux dire, qui ressortent voilà, de très gros profits. Des très gros profits. Là, à ce moment-là, ben, je veux dire, c'est là que commence ce qu'on appelle voilà, la mauvaise gestion. Quand il y a trop d'argent dans une entreprise, il y a la mauvaise gestion parce qu'on commence à dépenser pour tout n'importe quoi. Si on ne fait pas attention, voilà, on achète tout n'importe quoi et on commence à avoir des, comment on appelle ça,
je sais plus comment on appelle ça, c'est des manquements, on va dire ça comme ça, c'est des manquements. Il y a de la richesse, donc il y en a qui, bon, beaucoup de gens vont profiter de la richesse. Voilà, il y a des manquements, euh, mauvaise rationalisation. Alors, on va voir ce qu'on appelle du profitage. Certains vont prendre, voilà, par exemple, il y a des rouleaux papier, il y en a beaucoup, ils vont prendre des rouleaux papier, ils vont retourner chez eux avec. Voilà, il y en a qui vont profiter de rouler avec leur voiture plus qu'il ne le faut. S'il n'y a pas de carte, bien sûr, s'il n'y a pas de carte, parce qu'il y en a, ils ont des cartes essence, etc. Il y en a, ils vont demander des voitures pour rentrer chez eux. Il va y avoir du profitage. Il va y avoir du profitage. Donc, on aura des manquements, du mauvais. Et là, le profitage, et on aura des abus. On aura des dépenses, je veux dire, inutiles. Et ça, de nouveau, la société peut, si ça ne réagit pas, malgré qu'ils ont des gros gains, je veux dire, ça peut faire redescendre la société bas. Parce que là, il faut mettre dans des réserves tout ça. Tout ça, ça doit se mettre dans des réserves et essayer de rationaliser au maximum. Hein. Il faut rationaliser ses dépenses pour pas retomber. Quand l'entreprise va bien, il ne faut pas profiter de l'entreprise parce que je veux dire, il ne faut pas la sucer, la sucrer. Parce que quand on la sucre un peu trop, je veux dire, on, on- on va elle va maigrir. Alors qu'elle était grosse, elle va maigrir. Voilà, on va se sucrer sur voilà, on va sortir tout le lait que la vache a, ben, elle n'aura plus rien à la fin. Enfin, quand vous avez trop tiré de lait, il n'y a plus rien. Donc ici, c'est le même. Si les gens profitent trop sur la société, qu'est-ce qui va se passer? Ben, la société, je veux dire, même qu'elle était au vert, elle va retomber au rouge. Elle va retomber au rouge. Pourquoi? Parce que le simple fait que tout le monde a profité de la richesse de l'entreprise pour pouvoir se sucrer chacun personnellement. Voilà. Donc, vous voyez que le bilan, il permet beaucoup de choses. Hein. Il permet de voir, c'est un indicateur. Un indicateur, voilà. Voilà. Et donc, ici, je vais vous donner quelques PCMN. Voilà, donc il y a 8 classes, hein, 0 à 7, ça fait 8 classes. Alors, ici, vous voyez bien que la classe 7, voilà, ce sont les produits. Les produits. Contrairement aux classes 6 qui sont les charges. Voilà. Ici, la classe 6, ce sont les charges. La classe 6, ce sont les charges. Classe 6, ce sont les charges. Bien sûr qu'on va calculer pour résumer dans le bilan. Hein, ça, voilà, on va calculer les charges des produits. Voilà. Alors ça, c'est un cas de figure que je mettrai en lien dans la vidéo. Alors un autre cas de figure, en voici un autre que je mettrai aussi en lien. Plan comptable, octobre 2005, voilà. C'est un ancien, il est de 2005, mais enfin bref. Frais d'établissement, terrain et construction, et installation machine-outillage, mobilier, matériel roulant, et voilà, immobilisation, détenue en location, financement et droits similaires, voilà, et créance à plus d'un an. Voilà. Ici, ce sont les stocks. Approvisionnement matières premières, approvisionnement fourniture, en cours de fabrication, produits finis, marchandises, immeubles destinés à la vente, tralala, tralala. Créance d'étape un an en plus. Voilà. Compte 4. Voilà. Et ici, je vous laisse aller voir. Donc ici, c'est le compte 6, service et biens. 61, services et biens divers, tout le monde connaît. Ceux qui font de la comptabilité. Voilà. Et ici, vous avez tout. Donc, les amortissements, 63. Charges financières, 65. Charges exceptionnelles, 66. Impôt sur le résultat, 67. Voilà. 68, transfert aux impôts et différés, affectation au prélèvement, 69. Chiffre d'affaires, 70, effectivement. Il y a un compte chiffre d'affaires. Voilà. 71. Variation des stocks et voilà, des consommables en cours d'exécution.
produits immobilisés 72, autres produits d'exploitation 74, produits financiers 75, produits exceptionnels 76, et ainsi de suite. Régulation d'impôts et reprise des provisions fiscales, prélèvement. Bon, ici, il est pas mal, hein, je veux dire, à consulter. Voilà, vous en prenez un qui vous sied le mieux. Alors, il y a celui-ci, il y a celui-là. Il y en a un troisième ici, Institut de carrière commerciale, Ville de Bruxelles, enseignement de promotion sociale. Ça vient de l'école, ça. Voilà, et ici, vous... Bon, ici, ils expliquent. Ils expliquent, parce que vous voyez qu'ils commencent avec ça. Capital, apport hors capital, tralala, tralala. Voilà, 17 dettes à plus d'un an. Voilà. Là, ils le mettent. Et donc, vous pouvez utiliser celui-ci. Classe 7, les produits. Et puis la case 0. Bon, le tout, c'est de voir l'année. Hein. 2021-2022. Voilà, c'est déjà un peu plus. J'espère qu'ils ont mis quelque chose qui date de cette époque-là. Voilà. Celui-ci, il est de 2005. Là, c'est 2015. Non. Tiré initialement de l'arrêté royal du 12 septembre 1980, adapté à partir du 1er janvier 2016, suite à l'arrêté royal du 18 2016. « 2016. On va dire, bon, c'est valable pour en 2016. 2016. Donc, il y en a qui est valable, qui a été tiré en 2016, un en 2005, l'autre en 2021. Bon, on espère que c'est... Et là, est-ce qu'ils ont mis une date? Je sais pas. C'est Billy Tech. Là, vous voyez des chiffres un peu. Voilà, plusieurs. Voilà. Mais là, ce qui est bien ici, il est mis sous forme de tableau. Il est déjà mis sous forme de tableau. C'est ça qui est bien. Voilà. Et alors, ils vous disent catégorie si c'est passif. Voilà. Sous-catégorie 4 capitaux propres. Et voilà. Ils vous mettent la catégorie sous catégorie. Voilà. Et donc, ici, ils sont tous intéressants. Hein. Je n'ai pas dit qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. Voilà, ils sont tous intéressants. Je veux même mettre encore un autre. Ici, Winbooks. Alors ici, il y a des chiffres romains. Actif, voilà, actif, bilan. Classe 2. Voilà. Et ainsi de suite. Classe 7. Alors, là, ici, encore un autre qui vient de CNC. Voilà. Et donc, tout ça, je vais vous mettre en lien. Et vous pouvez les trouver vous-même, hein, c'est pas ça, mais ils sont tous intéressants. Et donc, vous cherchez avec l'un ou l'autre. Hein. Si vous ne trouvez pas dans l'un, vous allez chercher dans un autre. Voilà, je vous remercie beaucoup.